À 17 ans, Medchas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Medchas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Medchas est le seul survivant de sa famille. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Medchas est totalement livré à lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Tu avais quel âge? 15 ans. Tu es seul? Seul. Qui d'autres ont-ils tué dans ta famille? 3 jours après, ils ont tué mes 2 frères. L'un à 13 h et l'autre à 19 h. Qui les a tués? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages? Oui. Et ton père? Ils l'ont tué aussi, ou il a disparu. J'avais une sœur, elle a été tuée aussi 2 ans avant. Ils ont tué toute ta famille? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul? Tu vis où? Là où la nuit tombe sur moi. On va parler d'une histoire que j'ai connue en 2003, donc ça fait déjà un peu plus de 20 ans, ou ça va faire un peu plus de 20 ans. À l'époque, j'avais 14 ans, donc à l'époque, j'étais encore au collège. Et c'était une époque où on regardait encore beaucoup la télé et il n'y avait pas autant de choses qu'on a aujourd'hui sur internet. J'avais vu en 2003 un envoyé spécial qui parlait des enfants tueurs en Colombie. Donc il faut aussi comprendre une chose, c'est que ça remonte à plus de 20 ans en arrière, donc c'était encore une autre époque. Et je pense que c'est comme ça que j'ai connu la Colombie, entre l'enlèvement de Ingrid Betancourt et l'histoire de ce jeune homme que je vais vous raconter. Il faut savoir que j'ai vu le reportage de ce jeune garçon en, comme je dis, un peu plus de 20 ans. Et après j'avais un peu oublié l'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, et surtout comme on dit, Internet n'oublie jamais, et bien ce reportage que j'ai vu il y a 20 ans en arrière est en train de repopper sur TikTok depuis à peu près 1 an. Donc il y a des gens qui ont des comptes TikTok et qui mettent un peu des épisodes de cette histoire en fait. Et il y a plein de personnes qui prennent connaissance de cette histoire aujourd'hui. Or qu'il y a 20 ans, je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissaient déjà cette histoire. Quand je suis retombée dessus, je me suis dit mais waouh, c'est un reportage qui date et tout. Je me rappelle à l'époque où je l'avais vu, j'étais au collège et tout et j'avais été grave traumatisée. En fait j'étais mitigée entre être traumatisée, être triste. Enfin bref, quand j'ai vu ce reportage là, j'ai été prise par plein de sentiments différents. Forcément, j'ai cherché à savoir ce qui devenait. Et sur TikTok, ils ont mis aussi ce que un des jeunes garçons de ce reportage là est devenu aujourd'hui. Et je me suis dit mais quelle histoire de dingue, parce que j'avais pas eu la suite de cette histoire moi. J'ai vu ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui est devenu sa vie, tout ça. Et qu'est-ce que le reportage surtout lui a apporté, parce que le reportage lui a apporté énormément de choses. Et je voulais absolument partager son histoire et je vous jure que cette histoire elle est hyper intéressante, elle est digne d'une série Netflix, digne d'un film de Spielberg, parce que pour moi c'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Vraiment, je vous incite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. L'histoire d'un jeune garçon tueur à gages en Colombie, on voit comment sa vie a changé à la suite de ce reportage, et surtout aussi pour vous partager son histoire parce qu'il a une histoire qui m'avait brisé le cœur clairement. Et je me dis, en étant jeune, on ne doit pas vivre des choses pareilles. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis vraiment, vous allez être choqués de cette histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, la première chose, c'est que je vais être présente à un événement qui aura lieu le 28 janvier à Paris. Un événement dédié aux femmes qui va parler des femmes, de la condition des femmes de tout âge, hein, je précise bien de tout âge, des problèmes intergénérationnels qui sont très importants. Donc en fait, c'est un événement qui parle à toutes les femmes, plutôt des femmes afro, et de plusieurs âges différents. Donc ça va vraiment être très intéressant. Il y aura des échanges, il y aura des jeux, il y aura plein de choses. Et il a lieu le 28 janvier. Donc je vous invite vraiment à aller suivre le compte Instagram Trait d'Union. C'est cette personne-là qui organise l'événement, pour voir de quoi l'événement parle, pour en savoir un peu plus. Allez vraiment suivre ce compte Instagram-là. Et je serai présente aussi et je participerai à l'événement. Et une dernière chose, c'est aussi parler de mon agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina, qui propose des voyages en Colombie et au Brésil pour le moment. Je dis bien pour le moment, 3 points de suspension parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver en 2024. Je vous invite vraiment à me suivre sur mon compte Lost in America Latina pour connaître les dates des voyages, que ce soit à Salvador da Bahia pour la culture afro, à Rio pour l'aspect festif et en Colombie
pour l'aspect culturel et festif aussi. Je tiens à dire que pour 2024, j'ai sorti un voyage pour la Colombie qui va durer 12 jours, donc c'est le plus grand voyage que je sors depuis que j'ai commencé la Latin America Latina, où vous avez 3 destinations dans le même voyage. Vous avez Medellín, Carthagène et San Andrés, l'île de San Andrés. Les gars, il faut y aller à cette île-là. Vraiment, il faut y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont là-bas, et les seuls touristes qui y sont, ce sont des touristes colombiens ou des touristes latinos. C'est très rarement des touristes occidentaux, il n'y a pas encore le tourisme de masse, donc c'est vraiment le moment d'y aller avant que ce soit trop connu. Je vous invite vraiment à me suivre sur mon compte Latin America Latina, surtout pour connaître les prochaines dates qui vont arriver et surtout les nouvelles destinations. Bientôt j'ouvrirai Latin America Latina au-delà du Brésil et de la Colombie, donc il faut vraiment me suivre de près parce qu'il n'y a pas plusieurs voyages à la même destination dans la même année, donc c'est très important de prendre ça en compte. Voilà, donc je tiens à dire que je fais cette vidéo parce que aussi j'ai fait un live sur TikTok il y a à peu près une semaine où justement les personnes qui étaient dans le live me posaient des questions si je connaissais justement l'histoire de Mechas. Donc c'est Mechas que je vais mettre en avant. Donc c'est le tueur à gages qui a été filmé à l'époque où il avait 17 ans en 2002. Ce reportage là est sorti en 2003 en France et c'est de là que j'ai pris connaissance de cette histoire. Donc on m'a dit oui, est-ce que tu as déjà vu ce reportage, nanana. Je fais bah bien sûr que j'ai vu ce reportage. Je l'ai vu même à l'époque où j'étais à l'école et moi c'est un reportage qui m'a marqué. Et bien sûr que je connais cette histoire et du coup on a débattu dessus dans le live et je me suis dit mais ce serait une trop bonne idée que je raconte ça sur YouTube parce que c'est une histoire tellement de dingue. On est tellement loin de ça ici en fait que je me dis c'est des choses qui devraient être connues par tous. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour toucher plus de gens et pour que cette histoire soit aussi plus connue du grand public. Après, je me doute qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui connaissent déjà aussi cette histoire. Il faut savoir que c'est en 2002 que ce reportage a été réalisé par un reporter qui s'appelle Thierry Gaëtan ou Gaëtan, je ne sais pas. Donc c'est un reporter français qui est parti en Colombie à cette époque. Donc il faut savoir qu'à l'époque 2002, 2003, tout ça, en Colombie c'était vraiment chaud. Genre c'était la guerre des gangs. Il y avait plein de petits gangs par-ci par-là. Et même apparemment dans la Comuna 13 de Medellín, eh ben, il y avait 10 morts par jour, il y avait 10 hommes par jour qui se faisaient assassiner à cette période. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, c'est pour ça qu'en Colombie, il y a beaucoup de femmes célibataires avec enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari pendant la guerre des gangs en fait. Cette époque aussi, c'est que les gens des gangs, des cartels, eh ben, ils allaient chercher des petits jeunes pour être des tueurs à gages ou participer en tout cas au trafic. Donc ils les prenaient assez jeunes, généralement ils les prenaient à partir de l'âge de 10 ans. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, vu qu'il y avait pas mal de violence, de pauvreté, et puis aussi il y en a qui, enfin aussi pour eux c'était une manière aussi de s'en sortir, et ben il y a beaucoup de jeunes garçons qui acceptaient de rentrer dans ces gangs. Quand ce reportage a été tourné en 2002, c'était vraiment en plein cœur de la violence qu'il y avait en Colombie et surtout encore plus dans la ville de Medellín, parce que bon après c'était toute la Colombie qui était touchée, hein, mais je sais que de ce que j'ai appris en Colombie, apparemment Medellín c'était vraiment une des villes, je crois même que c'était la ville la plus touchée pendant cette période en fait. Thierry Gaëtan, alors je ne sais pas s'il est parti tout seul en Colombie à cette période, parce que de manière comment il a filmé le reportage, j'ai l'impression qu'il était tout seul là-bas. Après je ne sais pas s'il va tomber sur cette vidéo et qu'il va répondre en commentaire, je ne sais pas, mais j'avais l'impression comment le documentaire a été tourné, j'avais l'impression qu'il était seul là-bas. Déjà je trouve que ça demandait un certain courage d'aller en Colombie à cette période, et surtout à cette période de s'approcher de ce milieu qui était vraiment très dangereux, parce qu'il aurait pu se faire assassiner lui-même hein, en faisant son reportage, donc voilà, c'était pas sans risque ce qu'il a fait. Il explique qu'il était parti chercher des enfants tueurs, donc quand on dit enfants ce sont des personnes mineures, et il est parti sur le terrain, parler avec plusieurs personnes, tout ça pour commencer son reportage, et j'ai lu une de ses interviews où il disait qu'il a parcouru un peu Medellín pendant plusieurs jours, et quand il a vu Mechas, donc le personnage principal de ce reportage, et le personnage qui a marqué ce reportage, et ben il l'a vu arriver avec une sucette dans la bouche au loin et il s'est dit ça va être lui mon protagoniste de ce reportage. Donc ça a vraiment été un reportage qui s'est fait sur le terrain, comme ça, je dirais pas à l'arrache, mais c'est vraiment un reportage de terrain. Ça veut dire que rien n'a été fait à l'avance, tout a été fait à l'instant T. Le reporter rencontre Mechas du nom de Oscar Dario Ruiz, et à cette époque-là il avait 17 ans. Donc quand on regarde le reportage, et ben, le reporter demande à Mechas quelle est son histoire de vie. Donc Mechas raconte que c'est un jeune adolescent qui a perdu toute sa famille. En fait, toute sa famille s'est fait assassiner. Et donc sa mère, son père, ses 2 frères. Et il avait une sœur aussi, donc sa sœur aussi. Et c'était le seul survivant de ce massacre. Il explique que parmi ses frères, il en avait un qui était tueur à gages, qui a tué et qui a assassiné beaucoup de gens en fait.
Et le problème, c'est que quand tu es tueur à gages et que tu assassines plein de gens, forcément il y a des représailles et forcément il y a des gens qui veulent se venger, ce qui est tout à fait normal. Quand quelqu'un enlève quelqu'un de ta famille comme ça, eh ben, tu ne souhaites pas forcément du bien en fait à cette personne et tu souhaiterais que le même sort lui arrive. Ce qui s'est passé, c'est que Medchas à l'époque était un jeune garçon normal avec sa famille. Il avait un de ses frères qui étudiait, d'après ce que j'ai compris du reportage, sa sœur qui n'était pas du tout dans ces trafics-là et ses parents non plus. Son frère était mêlé à ça, vu qu'il était sicario en espagnol, du moins en Colombie, ça veut dire tueur à gages. Vu que son frère était sicario, et ben il y a eu des représailles et les gens qui ont voulu se venger de son grand frère ont tué toute la famille de Medchas. Et il explique même dans le reportage, il y a même un jour où ils ont tué ses deux frères le même jour, un le matin et un le soir. Et du jour au lendemain, à l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé tout seul face à lui-même, sans plus aucun repère, vraiment tout seul et avec une tristesse et une haine qui l'a envahi. Femme du quartier, elle accepte de temps en temps d'héberger Medchas et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leurs mauvais coups. Yolanda est au courant de tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue, lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5 heures du matin. Chansons romantiques et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête quand il faut commettre un crime. Qu'est-ce que vous allez faire? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui? Ouais. Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Avant d'exécuter son terrible contrat, cette mise à mort macabre dont il n'a pas l'air de mesurer l'horreur et la gravité, Fania vient chez sa tante revêtir les habits propres qu'elle lui a fraîchement repassés. La caméra dérange sa tante. Elle sait ce que Fania va faire. Elle se sent gênée. Fania feint d'être blasée par le genre de travail qu'il va accomplir. Pourtant, le soin qu'il met à se préparer, sa façon de traîner, trahissent son appréhension. Dehors, Medchas s'impatiente. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont dit dans le live, oui, mais tu te rends compte, Leslinia, lui, il a tué des gens et tout, on ne devrait pas l'aider et tout, nanana. Moi, je vous dis clairement, vraiment mon avis personnel, moi, quand j'ai vu ce reportage-là, quand j'avais 14 ans, j'ai été partagée entre plusieurs sentiments. Je vous dis carrément, quand j'ai vu le reportage, j'en ai pleuré, parce que le reportage est vraiment triste, en fait. Je vous mets vraiment en barre d'infos, hein. Tout ce que je vous raconte, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder les vidéos et les articles que j'ai mis en barre d'infos, voilà. Et j'avais de la peine pour lui, parce que je me dis, mais c'est injuste de venir sur Terre et on tue toute ta famille comme ça du jour au lendemain. T'es adolescent encore, c'est une époque où t'as vraiment besoin de ta famille, t'as besoin de tes parents pour te construire, tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, et c'est aussi tes repères en fait, et qu'on t'enlève tout ça du jour au lendemain. Et d'un autre côté, je me suis dit, ok, il a vécu ça, et parce qu'il a vécu ça, il est devenu comme les gens qui ont tué sa famille. Et je me dis, mais en fait, ça aussi, ça m'a un peu énervée, parce que je me suis dit, il y a des gens innocents qui sont aussi morts en fait à cause de ça en fait, parce qu'il était rongé par la colère, rongé par la haine et rongé par la tristesse. Donc c'est vraiment un sentiment, j'étais mitigée entre plein de sentiments en moi. J'avais de l'empathie, comme j'avais beaucoup de colère, parce que je me suis dit, mais moi si on tue ma famille parce que quelqu'un a tué sa famille, moi je pète les plombs, hein. Moi la personne, je lui souhaite pas du bien, hein. Je ne lui souhaite absolument pas du tout du bien. Mais d'un autre côté, tu te dis que cette personne-là, donc Medchas, bah, c'est une victime collatérale de la violence qu'il y avait en Colombie à cette époque. Et donc dans le live, les gens étaient très énervés contre l'histoire de Medchas parce qu'il a fait beaucoup de victimes, hein. Faut quand même pas oublier qu'il a quand même assassiné beaucoup de gens.
voilà, contre de l'argent. Apparemment, dans le reportage que j'ai vu, c'était à partir de 1 million de pesos. Donc ça fait à peu près 215, 220 euros. Parfois, c'était même pour moins d'argent. Enfin bref, voilà. Et les gens dans mon live me disaient, mais tu te rends pas compte de ce qu'il a fait et tout. Je dis, mais moi, je le défends pas. Hein. Attention, je ne le défends pas. Je suis très consciente de ce qu'il a fait. Mais en fait, on n'est pas dans la même réalité. En fait, on ne sait pas ce que c'est quand ta famille s'est fait assassiner. On ne sait pas dans quelle colère aussi on pourrait être. Donc en fait, on n'est pas à sa place. Et surtout, on n'a pas grandi en Colombie. Et qu'on n'est pas né en Colombie. Et qu'à cette époque, on n'y était pas en Colombie. C'est pour ça que je dis que moi, je ne juge pas trop. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce qui s'est passé. Loin de là. Mais il y a des choses que je pense que je ne pourrais pas comprendre. Parce que je n'ai pas vécu dans cet environnement. Je n'ai pas grandi dedans. Donc c'est clair que pour moi, tu tues des gens, pour moi normalement t'es pas censé avoir de pitié, mais quand tu vois l'histoire de ce garçon pendant le reportage, et ben, en fait t'es pris entre la peine et la colère, c'est très bizarre comme sentiment. À un moment on les appelle, on dit oui vous devez aller une dame et vous devez ramener sa tête en fait pour prouver qu'elle est dead. Et là je me suis dit mais oh my god, et je me dis mais le Thierry Gaëtan, il était là à côté d'eux, il n'avait pas peur d'eux, genre, mais moi j'aurais tellement peur. Dans le reportage, eh ben, on se rend compte aussi qu'il y a un chef de leur groupe qui s'appelle El Diablo, ou Diablo, je sais plus comment il l'appelle, et il leur dit, écoutez, si vous tuez pas cette dame, si la dame elle n'est pas morte ce soir, en gros, on va vous tuer. C'est vous qui allez y passer en fait. Et en plus, il fallait ramener sa tête pour prouver qu'elle était dead. Le aparece en la moto y se va normal. Qu'est-ce que vous préparez? Un homicide, un crime qu'il tarde à faire. Il s'agit de qui? D'une nana. S'ils ne la tuent pas, c'est eux qui se feront descendre. Ils le savent très bien, lui et lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à la tuer, et plus ça tarde, plus il risque d'être tué. Comprendre que dans le reportage, c'est que Mechas, tout au long du reportage, on se rend compte que y a des potes à lui qu'on a vu dans le reportage qui se sont fait assassiner. Tous ces potes du reportage aujourd'hui sont dead, complètement voilà, 6 pieds sous terre. Et il y en a eu même pendant le reportage qui sont morts en fait, genre. Et tu te dis mais en fait c'est d'une telle violence, ça fait tellement peur en fait, c'est vraiment d'une telle violence, c'est incroyable. Alors que ses potes qui tuaient avec lui, ils avaient leur famille, hein. Mais lui, c'est le seul qui était complètement livré à lui-même. Il n'avait personne autour de lui, aucune famille. Moi, je sais que je m'étais arrêtée là, dans ce reportage, qu'il était tueur à gages et tout ça. Et ça, c'était en 2003, quand le reportage est sorti. Mais il faut savoir que le reportage a été filmé en 2002. Donc 2 ans plus tard, je vois que le reportage, bon forcément, il a fait beaucoup parler en France, hein, c'est quand même un reportage qui a été connu, tout ça. Et en fait, il y a une jeune fille du nom de Marie, en 2005, qui a vu ce reportage, qui en a fait un peu une obsession et qui regardait en boucle la vidéo les images de ce reportage et qui s'est dit qu'elle voulait sauver ce garçon-là, qu'elle prenait la responsabilité de sauver ce jeune garçon, qui avait le même âge qu'elle d'ailleurs, et qu'elle voulait le ramener en France. Voilà, donc elle a contacté plein d'associations pour l'aider à ramener Mechas en France et tout ça. Elle a contacté Envoyé spécial parce que vu que c'est avec France 2 qu'on a connu ce reportage, bon voilà, elle les a contactés. Est-ce qu'elle pourrait avoir le contact de Mechas et qu'elle puisse le ramener en France? Il y a quelques années, l'histoire de ces jeunes tueurs à gages de Colombie a été diffusée sur une des chaînes publiques françaises. Vive émotion, consternation, telles ont été les réactions des téléspectateurs à la vue de ces images. Pendant ce temps, je savais que Mechas, sur lequel pesaient de lourdes menaces, avait décidé de fuir Medellín pour échapper à une mort certaine. Occupé à sauver sa peau, il ne se doute sûrement pas qu'à des milliers de kilomètres de distance, il va changer le cours d'une vie. Parmi tous les témoignages de téléspectateurs qui me sont parvenus, il y en a un qui a tout particulièrement retenu mon attention. Il me vient d'une jeune Parisienne de 20 ans, Marie. Elle a décidé de venir en aide à ce garçon de 17 ans dont l'histoire l'a bouleversée. Chétif mais redoutable, naïf mais décidé, à la fois victime et bourreau. Mechas est un personnage insaisissable. Une ambivalence attrayante pour cette jeune fille, touchée et séduite. Un fantasme pour une Européenne. Sans emploi et sans but réel, dans son appartement parisien, elle se découvre une vocation pour l'humanitaire. Elle se repasse en boucle les images du reportage. Dans la tête de Marie, les idées se bousculent.
Pour elle, c'est évident, il faut faire quelque chose, sauver Metchas. J'aimerais bien le faire venir en France, c'est un contrat. C'est un pari, il y a des risques, moi je le prends. Après on verra. Donc le reporter de l'époque contacte Metchas et lui demande est-ce qu'il veut venir en France, est-ce qu'il veut changer de vie, est-ce que... Là il y a une fille qui est prête à lui sauver la vie en fait. De toute façon il savait très bien que s'il restait à Medellín il allait se faire... voilà. Et en plus quand on va dans le reportage on voit qu'il a rencontré une dame qui est beaucoup plus âgée que lui, qui est tombée amoureuse de lui. Bon moi ça c'est un épisode que je trouve un peu bizarre. Les femmes de plus de je sais pas quel âge qui servent des petits de 19-20 ans, je trouve ça toujours un peu cringe, mais bon bref. Il lui propose s'il veut venir en France, donc lui sans hésiter il dit oui. Donc après il y a eu des démarches qui ont été faites, tout ça, donc Marie elle a eu beaucoup de difficultés à le faire venir, mais sa persévérance a fait qu'elle a pu être aidée et elle a pu ramener Metchas en France 2 ans après la sortie du reportage. Donc il est venu en France, à Paris, et on voit que bon, au bout d'un mois, Marie elle en avait un peu marre de lui, donc elle s'en est débarrassée. Elle s'est dit qu'elle allait mettre dans un foyer de réinsertion, je ne sais pas trop si c'est un foyer de réinsertion, dans le sud de la France, à Marseille. Moi je trouvais cette partie un peu bizarre, je ne vais pas mentir, là je vais donner clairement un avis clair. Vous irez regarder le reportage pour mieux comprendre ce dont de quoi je parle, que j'ai mis en barre d'infos. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'en fait Marie a eu une obsession pour Metchas, elle regardait en boucle le reportage et elle s'est dit qu'elle avait une mission, c'était de le ramener en France. Moi je pense que cette fille est tombée amoureuse de lui à travers la télé, j'en sais rien, à travers les images qu'il véhiculait. Et elle a décidé de le ramener en France et je sais pas, peut-être au bout d'un mois elle s'est dit ah, finalement il est peut-être pas comme je l'imagine donc je vais m'en débarrasser. Je sais pas, moi j'ai pas trop aimé cette image parce que j'ai l'impression que, enfin j'ai pas trop aimé cette image parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille et qui a été tout le temps seul, donc je pense qu'il est peut-être un peu dépendant des gens de manière affective je pense, et le fait de se refaire abandonner, parce que pour moi le fait qu'il ait perdu sa famille c'est comme un abandon, même si c'est pas sa famille qui l'a cherché, hein, voilà. Mais c'est comme s'il a été abandonné et que là il se fait encore abandonner une deuxième fois en fait. Donc j'ai trouvé un peu bizarre, je sais pas réellement ce que Marie voulait avec lui, mais se débarrasser de lui comme ça au bout d'un mois, j'ai pas trop aimé son délire. Après maintenant, on va pas mentir, c'est quand même grâce à elle qu'il est venu en France et qu'il a été en sécurité et qu'il a pu faire plein de choses et faire plein de choses différentes de son quotidien. Mais je suis mitigée. Pour ceux qui ont vu le reportage, n'hésitez pas à interagir en même temps en commentaire et me dire si vous avez vu ça, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou pour ceux qui vont aller regarder le reportage, de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans le commentaire. Et fait les 100 pas. Elle le cherche des yeux avec fébrilité. Et c'est la rencontre, enfin. 2 cultures, 2 histoires, 2 désirs. Aider et vivre. Ces 2 mondes qui se regardent, encore inconnus l'un pour l'autre. Marie, votre rêve se réalise? Bah oui. Depuis le temps qu'on avait entrepris ce projet et tout ça, enfin il se concrétise et là j'hallucine. Aïe, mais vous aviez tout prévu, Marie? Ah oui. Je savais qu'il n'avait pas de manteau, donc moi j'en avais un en plus, manteau de ski. Je la remercie de ce merveilleux cadeau. Un grand geste. Je ne sais pas comment la remercier. C'est impressionnant. Incroyable. Après des mois de préparation, les efforts de Marie ont fini par payer. Metchas est enfin sain et sauf. Paris, la nuit, la ville lumière, Tour Eiffel, Champs-Élysées, place de la Concorde. Apparemment, il n'est pas resté très longtemps dans le centre, il est revenu à Paris, il a fait plein de petits boulots non déclarés, forcément vu qu'il n'avait pas de papier, et puis il a demandé l'asile. Au bout d'un moment, il a demandé l'asile, et il a dû raconter son histoire, pourquoi il veut demander l'asile et tout, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû dire qu'il a été sicario, qu'il a été tueur à gages. Et en fait, le fait qu'il ait écrit ça dans sa déclaration, c'est pas du tout passé. L'État français n'a pas du tout voulu lui donner le permis de séjour en France. Ils ont dit, voilà, vous êtes inexpulsable parce que si vous retournez en Colombie, vous risquerez de vous faire... Voilà. Et puis, mais vu que vous avez plein de gens, vu que vous avez assassiné plein de gens, nous on peut pas vous prendre en charge, on peut pas vous donner les papiers quoi, c'est pas possible. Mais en même temps il était inexpulsable, donc il s'est retrouvé à vivre une vie de sans-papiers en France, voilà, de petits boulots par-ci par-là et ne pas être régularisé en fait. Donc il a été beaucoup hébergé à gauche, à droite, en haut, en bas, vraiment une vie pas du tout stable et vraiment sa vie de martyr, hein, si je peux dire ça comme ça,
à continuer en France. Alors certes, il n'avait plus l'aspect danger, parce qu'en France, il n'a pas de menace d'être assassiné, mais encore une vie de galère. Il était un peu hébergé à gauche, à droite, tout ça, donc il a fait un peu sa vie en France. Aujourd'hui, il parle français, parce que quand il a fait le reportage, eh ben, on le voit qu'il parle français. Donc ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est vraiment bizarre, en fait. Tu peux être quelque part, et puis un jour être ailleurs, et puis un jour, qu'il y ait plein de choses qui se passent dans ta vie, de positif, parce que lui, pour lui, même s'il n'a pas eu l'asile, ça a quand même été positif pour lui d'être en France, parce que tous ses potes, il faut comprendre que tous ses amis qu'on voit dans le reportage, ils sont tous morts aujourd'hui. Ils ont été même morts, il y en a qui sont morts pendant le reportage, ou peu de temps après le reportage, donc il n'y a eu aucun survivant, à part lui. C'est le seul de son groupe qui a eu de la chance, en fait, de pouvoir venir ici. Jusqu'au jour où il est parti en Italie. Alors je pense qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire français, à mon avis. Et il est parti en Italie, donc je n'ai pas bien compris s'il est parti voir sa copine ou sa maîtresse, parce qu'il y a deux versions. Voilà, je pense qu'il est parti voir sa maîtresse en Italie, sachant qu'il n'avait pas le droit de quitter le territoire français. Il est parti chez elle, il y a une dispute qui a éclaté dans l'appartement, ce qui a fait que les voisins ont appelé la police est venue, et quand la police vient, à mon avis, elle doit demander les papiers d'identité de la personne, et quand ils ont vu les papiers d'identité de Mechas, ils ont vu qu'il n'avait pas le droit de venir en Italie, et ce qui a fait qu'il a été expulsé de nouveau vers la Colombie après avoir passé je ne sais pas combien d'années en France, en tout cas plus d'une dizaine d'années, en tout cas ça c'est sûr. Et il a été expulsé en Colombie, alors si je ne me trompe pas, c'est entre 2017 et 2020, c'est un des deux. Je ne sais pas c'est quoi la date exacte, parce que je crois qu'ils ne le disent pas exactement dans le reportage, dans la suite des reportages, parce qu'il y a eu d'autres reportages, mais c'est entre 2017 et 2020 qu'il a été réexpulsé de l'Italie vers la Colombie. Il a eu 2 enfants en France avec 2 mères différentes, il a eu une fille et un garçon, donc je trouve ça un peu bizarre qu'il n'ait pas eu au moins une carte de séjour vu qu'il a eu des enfants en France. En gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'il est retourné, on l'a expulsé en Colombie, donc faut pas oublier que même si l'histoire s'est passée il y a 20 ans, les gens qui ont perdu des proches à cause de Mechas, eux n'ont pas oublié. Ils n'ont jamais oublié. Expulsé envers la Colombie, il n'avait nulle part où aller vu qu'il n'a pas de famille. Donc de ce que j'ai compris, il a dormi dans la rue, donc c'était un sans-abri dans la rue. Bon, il a pris des substances illicites, hein, donc je ne sais pas laquelle, je ne vais pas inventer, mais bon, quand tu dors dans la rue, généralement c'est du CRACK. Bon, il ne dit pas ce qu'il a touché, mais moi je pense que c'est ça. Puis comme c'était très dangereux pour lui d'être dans la rue, parce qu'il y a des gens, après 20 ans qui nous recherchent en Colombie, qui sont prêts à le... Voilà. Il a été pris en charge dans un centre. Alors je ne sais pas si c'est un centre pour personnes qui sont dans la rue ou d'anciens sicarios, j'en sais rien, mais en tout cas il a été pris en charge dans un centre où là il est en sécurité et là où ils prennent soin de lui. Donc ça c'était les nouvelles qu'on a eues vers mai, juin 2023, donc c'est assez récent. Thierry Gaëtan il est retourné en Colombie, mais au début il ne trouvait pas Mechas dans la rue, donc là en 2023 il ne le retrouvait pas. Et il a dû retourner dans le quartier où il l'a connu il y a 20 ans en arrière pour aller voir d'autres sicarios et aller demander aux sicarios s'ils connaissent Mechas. Et les sicarios ont dit oui, qu'on le connaît, mais s'il vient dans le quartier, il va se faire tuer. Clairement, vous allez le retrouver mort, clairement. Et les familles l'attendent au tournant et les familles savent qu'il est là. Et du coup, les sicarios du quartier ont dit vous pouvez trouver Mechas à tel endroit. Donc les sicarios savent où il était. Donc c'est comme ça que Thierry Gaëtan a retrouvé Mechas dans le centre qui s'occupe de lui aujourd'hui. Pas dire aux gens qui demandent pour tes nouvelles. Aujourd'hui, je suis là, vous pouvez me contacter toujours après Thierry. Non, mais ah oui, c'est vrai, tu n'as plus d'email ni rien. Vous pouvez me contacter, après Thierry va me mettre en contact. Je vous aime tous. Merci de me suivre, de demander après mes nouvelles. Je verrai bien un jour vous croiser. Et voilà, on est là, je veux vivre. C'est très bien ça. Alors, tu es parti de France, enfin, tu as été expulsé. Raconte-moi un petit peu. Tu étais en France et tu étais parti voir une nana, une fille en Italie. Tu as fait l'erreur de quitter le territoire français, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? En Italie, j'ai fait un mauvais mouvement avec les copines que j'avais. On a eu une dispute, les voisins sont appelés les flics m'ont attrapé et voilà, ils m'ont mis à la frontière. Eh bien, tu as été mis à la frontière juste parce que tu n'étais pas avec des papiers pour résider en Italie, c'est ça, à la communauté européenne? Oui, parce que je n'avais pas de papiers. Je veux dire, envoyez-moi en France, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont ramené même jusqu'au Bogota. Je sais qu'à un moment, quand Thierry Gaëtan lui a posé la question par rapport à son passé, il a dit qu'il ne voulait pas en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui l'a traumatisé. D'être tombé dans une telle violence dans sa vie et être aussi confronté à une telle violence. En gros, il est retourné à la case départ.
Je sais pas quel âge il a, peut-être il a 37 ou 38 ans, je sais pas du tout quel âge il a. Bon, je sais qu'il a un peu moins de 40 ans, mais il est proche des 40 ans. Il a dit qu'il a beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il a fait, surtout qu'à Medellín à l'époque, être sicario c'était quelque chose de tout à fait normal. Et donc voilà, donc moi je voulais vraiment partager cette histoire parce que c'est une histoire qui ressort beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs même des fois Mechas répond aux commentaires, hein, donc je sais pas s'il tombera sur cette vidéo, mais je sais que des fois il répond aux commentaires, j'ai déjà vu répondre sous des commentaires YouTube, mais moi je trouve que son histoire elle est très triste. Elle est très triste parce que en fait ça a été le seul de son groupe déjà à être vivant jusqu'à cet âge-là aujourd'hui. Ça a été le seul qui a eu cette opportunité de venir en France, on l'a aidé et je pense que clairement malgré tout ce qu'il a fait, Dieu a été avec lui. Malheureusement j'ai l'impression qu'il n'a pas su saisir cette chance, clairement. De ce que j'ai vu des reportages, c'est qu'il y a toujours eu une fille dans sa vie, donc qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, peu importe, j'ai l'impression qu'aussi les femmes lui ont causé beaucoup de pertes dans sa vie en fait. J'ai l'impression qu'à cause d'une femme qu'il est parti rejoindre en Italie, alors apparemment c'est sa maîtresse, et ben ça lui a causé sa perte et ça l'a ramené de nouveau dans son enfer en Colombie. Moi je tiens à dire que ce reportage m'a beaucoup touchée et il m'a touchée du début jusqu'à la fin. J'ai de la peine pour Mechas, mais en même temps j'ai de la colère. Je vais pas mentir, je suis aussi partagée entre la peine et la colère parce que je me suis dit que si moi on tuait des gens de ma famille pour le plaisir ou pour 1 million de pesos, je pense que je prendrais très mal. Je pense que je ne souhaiterais pas du bien à la personne. Je pense clairement que je souhaiterais me venger, hein, je pense. Je me mets à la place des personnes. Bon, moi j'ai pas été confrontée à ça dans ma vie, Dieu merci. Mais si ça m'arrivait, je pense pas que je serais tendre avec la personne qui a fait ça malgré son parcours de vie. Parce que je me dis je n'ai pas à payer les pots cassés de ce que lui est arrivé en fait. Si, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit dans le live sur TikTok, oui mais les Lesnia il aurait pas dû tuer des gens, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent et tout. Moi je suis d'accord, mais d'un côté, comme je dis, je suis pas née en Colombie, j'étais même pas là à cette époque-là, je connaissais rien de la Colombie en 2002, tout ça. La Colombie a vraiment eu des épisodes de violence il y a 20 ans en arrière, hein, faut pas oublier quand même. Certes le pays a changé aujourd'hui, certes ce n'est plus comme c'était avant, mais à cette époque-là, c'était vraiment comme ça. On n'a pas vécu ça, on n'y était pas, on ne sait pas comment nous on aurait réagi. On ne sait pas quelle aurait été notre réalité à nous, parce que nous on est nés en Occident, on a eu de la chance de naître ici, on a été préservé de plein de choses dans la vie, et ça il faut pas cracher dessus, c'est une réalité. Je peux pas incriminer à 100% Mechas, mais je me dis je peux pas non plus le défendre, parce qu'il y a aussi des familles qui ont été en deuil, il y a des familles qui ont eu du chagrin, il y a des familles qui ont beaucoup pleuré. Si lui aussi a été en dommage de cette violence, lui aussi a dû beaucoup pleurer, lui aussi a perdu toute sa famille entière et que c'est très dur de te retrouver seul à l'âge de 15 ans. Et je me dis, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est très compliqué de se positionner réellement. C'est très compliqué. En tout cas, s'il tombe sur cette vidéo-là, force à toi. Voilà, t'as fait des choses qui sont pas belles, faut dire ce qu'il y a. Mais nous, on n'était pas en Colombie, donc on sait pas ce que c'était d'être en Colombie. On sait aussi qu'il y a des gens qui ont souffert à cause de lui. Mais quand même, force à toi, parce que quand on regarde le reportage et qu'on voit ce qu'il est devenu, on sait qu'il n'a pas un fond mauvais en fait. C'est la vie qui l'a poussé à faire ça, et que c'est très dur, et que c'est très triste cette histoire. Mais j'espère qu'en Colombie, il tiendra en vie le plus longtemps possible, parce que là, il est retourné dans son enfer. Et moi, j'ai peur pour lui pour la suite en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire triste, remplie de violence et de tristesse. Et je vous invite vraiment à aller dans ma barre d'infos et à aller regarder le reportage par vous-même pour voir en fait son histoire. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. À la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura mis en lumière cette histoire, et pour toi qui as déjà vu pour toi qui connaissais déjà cette histoire, ben j'espère t'avoir donné la suite de son histoire. N'hésitez vraiment pas à interagir en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de ce jeune garçon hein, qui a dû vivre des épisodes de violence assez jeune. Est-ce qu'il y a un pardon possible? N'hésitez vraiment pas à débattre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour les vidéos qui restent à venir, à me suivre sur Instagram, sur mon compte principal Lesnia Luberto, parce qu'il y a du nouveau qui va arriver en 2024. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre sur Instagram, je ne vais pas en dire plus, il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Et puis à me suivre sur Lost in America Latina si tu es intéressé par les voyages de groupe vers les destinations que je propose. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.